Claro que sí. ¡Ay, ja, ja! Sí, señor. Il y a 20 ans, on est en 2023, sortait un film sur une œuvre de Dr. de cet écrivain. Un film tellement mauvais que sa veuve décida de rejeter toute future adaptation en prise de vue réelle de l'œuvre de son défunt mari. Un film dont l'acteur principal fut légalement obligé de participer. Un film qui presque 2 décennies avant Cats se révéla être encore plus dur à voir que Cats. Le chat chapeauté. Hey, salut à tous, ici Serac. Ça va? Le chat chapeauté, dit le chat dans le chapeau en québécois, ou The Cat in the Hat en VO, est donc un film américain sorti en 2003, réalisé par Bo Welch, à qui l'on doit absolument rien d'autre, puisque c'est son seul film en tant que réalisateur, et qui est adapté du livre éponyme du Dr. Seuss. Un écrivain et illustrateur, Theodor Seuss Geisel de son vrai nom, connu principalement pour son travail d'écriture et d'illustration de nombreux livres pour enfants, qui étaient déjà vendus à plus de 600 millions d'exemplaires et traduits dans plus de 20 langues dans le monde au moment de son décès en 1991. Enfin bref, c'est tiré d'une œuvre connue. Et sur le papier, il y avait effectivement tout d'une base solide pour faire un bon film familial. Dans la pratique, le film se votera totalement et fut nommé aux Razzie Awards de 2004 dans les catégories de pire film, pire acteur, pire couple à l'écran, pire second rôle masculin, pire second rôle féminin, pire réalisateur et enfin pire excuse pour faire un film. Une nomination que le chat chapeauté remporta haut la main. Ce qui n'empêcha malgré tout pas le film un petit succès commercial, puisque doté d'un budget d'environ 109 millions de dollars, il en généra 133 millions. Alors, aujourd'hui on va procéder un peu différemment d'habitude parce que moi-même étant gamin, je me souviens à l'époque d'avoir vu ce film en DVD, loué dans un vidéo futur, et c'était affreux. Premier degré, plus de 20 ans après, je me souviens encore ne pas avoir rigolé une seule fois et avoir trouvé ça insupportable. Et j'avais même pas 10 ans. Donc pour le coup aujourd'hui, je vais vous épargner un résumé complet. Croyez-moi, vous ne le supporteriez pas. Et à la place, on va faire un rapide résumé du film, pour ensuite plus plonger dans les détails et essayer de comprendre les raisons de son échec. Là, y'a un chat ou quoi? On découvre donc Johan Walden qui travaille dans le meilleur des mondes à la compagnie Humberflop, où le patron est un grand maniaque des germes. Entre ça et le fait que Cat soit sorti juste avant le Covid, il y a forcément un lien. Il savait. Patron qui met donc la pression à Johan en disant qu'une réception aura lieu chez elle et que tout devra être nickel chrome, sans quoi elle sera licenciée. Écoutez-moi bien, qu'il soit parfaitement clair entre nous que si le désordre règne dans votre maison comme à la dernière réception, vous êtes renvoyés! Croyez-moi, le film est long. Mais problème pour Johan, mère célibataire, c'est qu'elle a 2 enfants à la maison. Conrad, un garçon pas très sage et insupportable. Et Sally, une petite fille très sage et tout aussi insupportable. J'ai essayé de l'avertir, maman. Maman organise une réception importante, je lui ai dit. Tous les clients importants de l'agence seront présents. Mais il n'en a fait qu'à sa tête. Il a fait un chantier. On découvre par la même occasion le prétendant de Johan, le dénommé Lawrence Quinn, joué par Alec Baldwin. Un personnage qui n'a que pour seul but d'épouser Johan pour son argent et d'envoyer Conrad en école militaire. Mais coup de téléphone, Johan doit repartir au travail, abandonnant ses enfants à une babysitter, Madame Kwan, en leur disant bien de ne pas foutre le bazar. Mais c'était sans compter sur l'apparition du monstre sorti de derrière le placard, le chat chapeauté, joué par Mac Myers. Ce costume a été fait d'angora et de poils humains. Bonne journée. Chat chapeauté, qui après une multitude de gags aussi drôles que cette chaussette, Star Wars Unité Spéciale, bonjour. Même un extincteur peut faire l'affaire. Tout ce qu'il faut. On ferme le couvercle et puis hop, c'est une affaire qui roule. Et malheureusement, des chansons, un film prophétique mais que fait Taylor Swift. Je me souviens d'un chat pas loin d'où je vivais. Il n'écoutait jamais ce que sa maîtresse lui disait. Se fait gronder par un poisson. Le Jiminy Cricket de notre histoire, hein, qui se fait mettre dans les toilettes. Attendez, l'histoire a pas encore commencé. C'est là qu'on a enterré mon frère. Puisque le chat chapeauté rapporte avec lui Bidule 1 et Bidule 2 qui font de la lutte sur Madame Kwan, mais surtout une caisse interdimensionnelle qui donne une entrée sur son monde.
qu'est-ce que le petit Conrad ouvre, ce qui est sur le point de créer un bouleversement interdimensionnel. Mais malheur, le chien vole en même temps le cadenas de la caisse avant d'être lui-même balancé par la fenêtre par Bidule 1 et Bidule 2, empêchant donc nos héros de refermer celle-ci. Ces derniers, après avoir foutu Madame Kwan sur la caisse, partent donc en ville à la recherche du chien. Mais c'était sans compter sur Laurence, dont on découvre qu'il était fauché, qui, ayant vu le chien passer par sa fenêtre, se met de même à sa poursuite afin de blâmer les enfants. Voilà, du coup, c'est ça l'histoire. Ils poursuivent un chien. Bon, le seul problème, c'est qu'on est déjà à la moitié du film. Mais... bref, les non-gags s'enchaînent une fois de plus. L'humour à son point le plus culminant. Les enfants passent même dans une boîte de nuit souterraine à la ville, cherchez pas, et finalement, ils récupèrent le chien. Sauf que, malheur, leurs dimensions se sont toutes mélangées chez eux. Finalement, descendant à 3 sur Madame Kwan dans la dimension du chat, ils réussissent à fermer le coffre et à réparer leur maison sur une séquence musicale avant l'arrivée de leur mère, tandis que Laurence est noyée dans de la gélatine en provenance de la dimension du chat. Le saviez-vous, la substance visqueuse violette qui recouvre le personnage d'Alec Baldwin à la fin du film a été fabriquée à partir de graisse de poulet teintée en violet. Au revoir. Bon, je vous épargne les sous-intrigues entre deux, avec par exemple Bidule et Bidule 2 qui nous font un Deus Ex Machina sorti du placard, ou le chat qui fait croire aux enfants durant toutes ses péripéties qu'il a perdu son chapeau magique durant leur sortie en boîte de nuit qui a lieu le jour, sauf qu'en fait il avait toujours sur lui ce qui était totalement obvious et qu'il leur annonce qu'il avait tout prévu depuis le début. Ouais, j'ai planifié toute la journée. Anyway, donc leur mère débarque, Conrad et Sally sont à présent des enfants obéissants qui ont compris leur leçon. Enfin, bien que ça a pas trop l'air vu les événements récents, la réception nickel a lieu et tout est parfait dans le meilleur des mondes. The fin avec le chat et ses abominations se barrant en dansant sous un coucher de soleil et une musique de Smash Bros par DreamWorks. Une bien belle fin donc, dont une suite était d'ailleurs prévue selon Mac Myers. Puisque moins d'un mois avant la sortie du film, les producteurs, pensant que cela allait être un grand succès, prévoyaient déjà sa suite qui devait être basée sur la suite même du livre, The Cat in the Hat Comes Back. Mais, comme dit en introduction, Audrey Gesell, la veuve du Dr Zeus, avait été tellement consternée par le film lors de son visionnage, et des choix faits notamment au niveau de l'humour qui s'écartait grandement du caractère familial de l'œuvre de son défunt mari à plus d'un moment, qu'elle décida carrément de rejeter toute future adaptation en prise de vue réelle de l'œuvre de celui-ci, annulant de facto la suite qui était dans les cartons. On peut la remercier. Mais alors, qui est-ce qui a pu conduire à un tel désastre où on ne rigole pas une seule fois dans tout le film? Qui est-ce qui a pu conduire à un tel échec? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Il faut pour commencer savoir que l'acteur principal, Mac Myers, avait été un véritable calvaire pour les acteurs et l'équipe de tournage lors de la création du film. Selon eux, travailler avec Myers avait été, je cite, une expérience horrible et cauchemardesque. Tout d'abord, celui-ci arrivait en retard aux réunions pour le film, et avait refusé de venir faire des tests de maquillage de manière ponctuelle. Ensuite, selon Amy Hale, l'actrice incarnant Madame Kwan, double rôle de babysitter et de luge dans le film donc, lors du tournage, Myers, après avoir passé des heures au maquillage, une fois enfin arrivé sur le plateau où tout le monde l'attendait, refusait tout simplement de parler à qui que ce soit, à l'exception de ses assistants et du réalisateur, s'isolant des acteurs et de l'équipe technique pendant les pauses du tournage. Celui-ci se réfugiant dans sa caravane qu'il avait fait recouverte de tentes par ses assistants parce qu'il ne voulait pas qu'on le voie. Mais là je crois qu'il n'y a pas que sur le plateau qu'il voulait pas qu'on le voie. Même sur le poster du film il veut pas qu'on le voie. Myers, qui outre aussi son intervention dans le travail de réalisation, mais on y reviendra après, avait aussi un assistant dont le seul travail était de lui donner des chocolats en provenance d'un récipient Tupperware. 109 millions de $. Suite à ce film, qu'il, comme Alec Baldwin, regrettera étrangement d'avoir participé, il sera nominé aux Razzie Awards du pire acteur de l'année 2004 et du pire acteur de la décennie en 2010. Pourtant, Mac Myers est loin d'être un mauvais acteur, puisque c'est lui qui, par exemple en anglais, incarne la voix iconique de Shrek. What are you doing in my swamp? Mais alors me direz-vous, pourquoi Myers avait-il eu une telle attitude sur le plateau? Eh bien en fait, il faut savoir que celui-ci avait été légalement obligé de jouer dans ce film. C'était pas par choix. En 1998, celui-ci avait en fait signé un contrat avec Universal et Imagine Entertainment pour une adaptation sur grand écran de 2 films centrés sur son personnage Dieter de la série de sketchs Sprockets, une série qui apparaissait dans la très populaire émission Saturday Night Live de la NBC. Personnage de Dieter qui jouait lui-même,
et dont il aurait repris le rôle dans ces deux films, dont il aurait été lui-même scénariste. Myers devait ainsi recevoir 21,5 millions de dollars pour son travail, à savoir 1,5 million pour le scénario, qu'il avait déjà reçu mais qu'il finira par rendre au studio par la suite, et 20 millions de dollars pour ce rôle d'acteur. Mais 2 ans plus tard, en juin 2000, après 14 versions du scénario réécrites, il annonce au studio qu'il n'est toujours pas satisfait de son scénario actuel et qu'il refuse d'aller plus en avant dans la production car il a besoin selon lui de 2 mois d'écriture supplémentaires. Sauf que problème, Universal et le producteur Imagine Entertainment s'impatientant, ces derniers, face à l'attitude de Myers, y voient une rupture de contrat. En conséquence, Universal demande 3,8 millions de dollars pour récupérer les coûts de pré-production et Imagine n'exige pas moins de 30 millions de dollars en qualifiant Myers d'égocentrique, d'irresponsable et d'égoïste. Myers de son côté demande 20 millions de dollars pour fraude, atteinte intentionnelle à la santé émotionnelle et diffamation, déclarant qu'il a été émotionnellement traumatisé par le comportement, je cite, voyou, scandaleux et insouciant du studio. Bref, rien ne va et c'est parti pour de longs procès. Mais des représentants de DreamWorks avec lesquels il travaillait alors sur Shrek, y voyant une opportunité, passèrent par là et réussirent après négociation à créer un accord à l'amiable entre Myers, Universal et Imagine. Myers devra ainsi tourner un film pour Universal et Imagine, ainsi que DreamWorks inséré en 3e partenaire à la place de son Sprockets, le chat chapeauté, chose qu'il se résignera à faire. Ah, et ils ont aussi fait un jeu vidéo. Handsome Cat wins! Woohoo! On imagine donc suite à cela sa déception qui laissera transparaître tant sur le plateau de tournage qu'à l'écran. Outre le manque de motivation de son acteur principal, ce n'est cependant pas la seule cause qui fit que le film se foira. Je savais bien que ce lait reviendrait hanter mon ventre. Tout d'abord, quand vous regardez ce film, il y a quelque chose qui vous marque rapidement. C'est son manque de rythme. Non seulement les gags ne sont pas drôles et mal écrits, mais ils sont terriblement longs et poussifs. Sérieux, c'est tellement long que j'ai regardé le film en x1, x5, voire parfois x2, pour avoir l'impression d'avoir un rythme à peu près normal. Un problème d'autant renforcé qu'apparemment, Myers décidait parfois à la place de Welch si les prises étaient bonnes ou non, usant de son influence et du manque d'expérience du réalisateur pour retourner des scènes. Chose qui a fait que le film s'est au final retrouvé avec de longues et inutiles prises supplémentaires qui ont été retournées sur la volonté de Myers. Prises longues et inutiles, dont certaines se sont retrouvées dans le montage final. Une idée donc pour améliorer le produit fini serait par exemple un remontage avec des cuts beaucoup plus rapides. Car en l'état, non seulement comme dit, les gags ne marchent pas du tout, mais en plus tout autour veut te faire rappeler à quel point tu devrais rire. De la musique, qui est loin d'être mauvaise mais beaucoup trop omniprésente et prononcée, au chat qui rigole lui-même après chacune de ses vannes qui sont déjà interminables. Vous voyez les rires dans les sitcoms? Bah vous imaginez que le seul qui rigole en fait c'est l'acteur qui vient lui-même de faire la blague. Croyez-moi c'est long. On veut savoir où tu habites, c'est tout. Chez moi, quelle drôle de question. Tu me diras merci tout à l'heure. Sauf les rideaux drapés à pois, c'est d'un ringard. Goûtez un peu, tu veux goûter. Pour donner donc un côté un peu plus foufou que voulait probablement faire passer le réalisateur à la base, il faudrait donc, à mon humble avis, réduire drastiquement certaines séquences. S'enchaîneraient ainsi en continu les gags de manière beaucoup plus naturelle déjà, et le côté random de certaines séquences serait beaucoup plus impactant. Pareil, l'histoire en elle-même n'aurait pas l'impression de traîner inutilement. Bon, par contre, il y a des gags, il y a vraiment rien à sauver, hein. Perso, ce serait enlevé tout court. Pareil, du côté surjoué des séquences, c'est un style qui peut marcher, et qui peut marcher plutôt bien avec le côté random du film, et ils sont une fois de plus loin d'avoir un mauvais casting, hein. D'ailleurs, petite sous-anecdote, mais à la fin du film, quand le mur de la maison s'écroule derrière Mac Myers, sa réaction était réelle, hein. Il n'était pas au courant que le mur derrière lui allait tomber. Le désordre dans la maison. Ouais. Nevin enlevé par Queen. Ouais. Te couper la queue au couteau. Non, pas ça. Mais retour en arrière, une fois de plus, comme dit, le fait que les séquences durent et durent, et le surjeu qui est mal dirigé en fait, ça fait qu'une sensation de malaise s'installe rapidement chez le spectateur, qui veut juste que ça s'arrête pour passer à la suite, ou qui veut juste que ça s'arrête tout court parce qu'il en a marre et qu'il meurt de cringe. Enfin quand je dis il, c'est-à-dire je rappelle bien sûr que ce n'est que mon humble avis, et que celui-ci est supérieur à tous les autres. Bref, un montage différent aurait probablement fait grand bien au film. Ensuite, l'autre éléphant dans la pièce. A l'origine, Rick Baker, qui avait travaillé sur le Grinch, première adaptation d'une œuvre de Dr. Seuss sur grand écran avec Jim Carrey,
devait être le maquilleur prothésiste du film qui aurait dû créer le chat. Mais celui-ci avait quitté le projet en raison de conflits avec le studio et l'équipe de production, et notamment aussi en raison du comportement de Myers, qui, comme dit précédemment, arrivait en retard au meeting et refusait de venir effectuer ponctuellement des tests de maquillage. En conséquence, Rick Baker avait été remplacé par l'un de ses premiers apprentis, Steve Johnson. Chose qui a fait que l'on s'est donc retrouvé avec ce costume où, clairement, on a une tête d'humain collée sur un corps de chat. Et c'est à des années-lumière d'être attachant. On ne peut évidemment pas nier le travail et les heures qui ont été passées dessus, mais ça provoque quand même plus une réaction de dégoût, hein, on va pas se mentir, envers le spectateur. Les proportions, je sais qu'ils ont sûrement essayé de faire au mieux, mais là on a un problème, hein. Bon, c'est pas cornemuse non plus, hein, restons sur terre, mais... Alors on les sent, les tests ponctuels qui n'ont pas été faits. Et concernant les costumes, je parlerai pas de Bidule et Bidule 2, mais... Voilà, le chat est pas si mal en fait. Pour le coup, en VF, c'est Emmanuel Curtil, qui double la voix de Jim Carrey, qui reprend le rôle. Et je me dis, Jim Carrey, qui avait incarné le Grinch, dans ce film, s'il aurait incarné le rôle du chat, en fait, ça aurait sûrement beaucoup mieux marché que Myers. Clairement, c'est un rôle dans lequel son surjeu aurait aidé. Il aurait aussi sûrement mieux réussi à contourner les limites de son costume et à rendre le tout plus vivant qu'une simple tête humaine collée sur un cosplay de chat. Et puis même, d'une manière générale, on sent que c'est plus dans son délire que le film voulait être à la base. Néanmoins, malgré ses quelques défauts, tout n'est pas à jeter dans le chat chapeauté. On parle pas mal de Barbie ces derniers temps avec ses décors très pastels. Mais regardez ce qu'il faisait déjà il y a 20 ans. L'univers qui a été créé marche plutôt bien, c'est tape à l'œil. Des gros moyens ont été investis et ça se voit. Les intérieurs d'eux-mêmes sont aussi bien travaillés. Et il y a même un plan très court mais plutôt intéressant où on voit la maison en vue 2D. Et c'est à peu près tout. Non sérieux, pourquoi une boîte de nuit? A savoir aussi qu'en raison du brouillard qui était quasi constant lors du tournage, le ciel du film a été en fait remplacé numériquement par un ciel de type dessin animé. Tandis que les couleurs en arrière-plan ont dû être fixées numériquement à cause de ça. Sinon ils auraient peut-être pu tourner en Californie. Anyway. Le chat chapeauté rentre malheureusement difficilement dans la catégorie des So Bad It's Good. C'est un produit assez hybride dont on sent surtout un potentiel gâché par sa mauvaise écriture de gag, son montage très mal rythmé et son jeu d'acteur souvent mal dirigé. Ou voire pas très motivé. L'expérience sera probablement très difficile à supporter pour le commun des mortels, même moi habitué à des œuvres, disons, plus particulières, dirons-nous. Enfin, il se passe quelque chose. Toi, tu ne vas pas avec. Je n'ai pas pu réussir à regarder le film à vitesse normale. À conseiller dans le même genre avec des chats si vous aimez les monstruosités visuelles, le célèbre Cats, qui au moins aura le plaisir de vous faire lâcher quelques rires entre potes. Bon par contre il y a beaucoup plus de chansons, le chat chapeauté étant pour sa part réservé à l'élite de l'élite. Je lui donne un raco et un demi-chat sur 8. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, achetez mes nounours, merci, abonnez-vous, au revoir.